On va commencer maintenant. On va commencer. Vous êtes tous là avec nous, hein? Ceux qui ont dit qu'ils étaient au taquet, ils sont toujours au taquet? Bien sûr. Ah, super, super, bravo. Ah, donc, on va commencer donc cette table ronde qui véritablement se veut être très ouverte à toutes les discussions des uns et des autres. Merci encore une fois beaucoup aux associations et aux patients qui sont là pour faire partie de la table ronde et de tous ceux qui vont être à distance, pouvoir être présents et intervenir. Mais les soignants, médicaux, paramédicaux également sollicités et qui, j'espère, auront beaucoup de questions. Le but était de bien montrer l'importance pour nous d'activités comme le sport, puisque le sport a été choisi, Jeux olympiques oblige peut-être, mais en même temps, pour toutes nos disciplines, toutes nos maladies rares, cette activité physique apparaît essentielle pour améliorer la maladie, améliorer l'estime de soi, améliorer l'intégration sociale, vivre comme les autres, autant que se peut, et souvent parfois mieux que se peut dans les performances sportives que certains, en fait, de nos patients atteignent parce qu'ils en mesurent l'importance et qu'ils en ont la volonté. Donc, on voulait témoigner de tout ça. Je remercie aussi beaucoup les fédérations sportives, les représentants qui sont là, le comité d'organisation des Jeux olympiques également pour les représentants qui sont là. Merci à tous. Et juste à 15 heures, il y aura, et je remercie pour ça également l'organisation, l'association qui va organiser cette activité, qui va organiser cette activité à l'association Premier de Cordée, puisque pour nos enfants, cet après-midi à 15 heures, dans l'auditorium de l'hôpital Necker, il y aura une activité de bowling pour tous nos enfants hospitalisés ou en consultation, pour continuer dans une après-midi sur les maladies rares, autour aussi du ludique, puisque beaucoup d'enseignements des enfants passent par le ludique. Il faut qu'on puisse aussi développer des programmes qui soient attractifs pour les enfants. Donc, je laisse la parole à Célia Crétol. Célia est responsable d'un centre de référence sur les anomalies anorectales et extrêmement dynamique, extrêmement concernée par tout ce qui concerne l'intégration sociale. Et j'ai demandé à Célia d'être la modératrice de cette table ronde cet après-midi. Donc, merci Célia d'être là et de prendre la main. Merci Christine. Alors, on va rebondir sur le dynamisme ambiant. Apparemment, nos intervenants sont tous présents et si vous permettez, je vais vous présenter, n'hésitez pas à me reprendre. Je connais certains d'entre vous, mais pas tous. On a la chance d'avoir avec nous Dr Oriane Lopez, qui est médecin du Comité paralympique et sportif français. Madame Lopez, merci. J'imagine que votre agenda est super chargé. Ouvrez peut-être votre caméra qu'on puisse vous voir, Madame Lopez. Ça y est. Normalement, vous devez me voir. Moi, je vous vois, mais on ne voit pas alors, partout. Peut-être pas problème de réseau, on est en direct. Désolé. Très bien. Nous, on la voit. Hein. Formidable. Merci à vous d'être avec nous. Je vous propose de continuer le petit tour de table pour vous présenter, puis ensuite on fera une interaction dynamique. Déborah Fuchs, donc enseignante en activité physique adaptée, qu'on ne présente plus à Necker. Hein. Déborah, vous aurez l'occasion de nous expliquer en quoi consiste votre métier, votre travail. Anaëlle Simoneau, qui est kinésithérapeute au CRCM Muco de Necker. Dr Anne Giresse, médecin coordonnateur national de la Fédération française de tennis. Madame Baïf, responsable de tennis santé à la Fédération française de tennis, qui va être avec nous. Comme je ne vois pas tout le monde, je ne sais pas si vous êtes là. Non, peut-être pas, mais je crois que Madame Giresse parle en son nom. Lucille Ménard, coordonnatrice sport à l'hôpital Île-de-France, enseignante en activité physique adaptée, association Premier de Cordée dont on vient de parler, accompagnée du docteur Mathieu Pellan, qui est pneumopédiatre et médecin du sport à l'association Premier de Cordée. Alain Dajan, athlète de haut niveau retraité, fondateur de France Nanosport, association des personnes de petite taille APPT. Luc Giros, que je connais bien, qui est membre de l'association APEX pour les patients et les personnes porteurs d'extrophie vésicale et PISPAD, skipper, éco-aventurier. Je crois qu'on peut avoir
d'autres désignations de votre dynamisme, vous nous en reparlerez. Et puis le docteur Michel Lemoine, qui est médecin rééducateur à Necker. Christine, je crois que tu avais une question peut-être pour démarrer et introduire la table ronde. Alors, je n'ai pas vraiment une question. J'avais un commentaire à faire que j'ai un petit peu fait en introduction, c'est de souligner en fait l'importance de l'activité physique, à commencer par une activité physique quotidienne autant que se peut, jusqu'à une activité sportive qui peut aller jusqu'à des très hauts niveaux, hein, ce qui est, les personnes qui sont là vont pouvoir en témoigner. Essentiel et dès l'enfance, dès l'école, pour nos enfants avec des maladies rares, là où parfois les familles ne s'autorisent pas à cette activité physique ou l'entourage social ne l'autorise pas par peur de la maladie rare, par peur du handicap qui se voit. Moi, je m'occupe de maladies rares de la peau et dans les maladies rares de la peau, il y a un vrai handicap physique qui existe aussi parce que le retentissement peut être très important au niveau fonctionnel sur les mains, sur la motricité et également ce qu'on pourrait appeler une forme de handicap psychologique dans l'intégration sociale très, très perturbée. Et tout ça est donc d'importance et d'où cette table ronde. Donc oui, activité physique essentielle pour toutes nos maladies, même pour améliorer l'évolution de la maladie en dehors même de cette intégration sociale pourtant importante, si importante. Oui, c'est un message important. Hein. J'entendais récemment un de nos collègues qui s'occupe de drépanocytose et il disait qu'il y a 30 ans, il ne préconisait pas l'activité physique et que maintenant, c'est tout le contraire. Donc, on voit bien que les choses évoluent et que cette place du sport en général est très importante. J'ai envie de poser une question à Michel Lemoine, donc, qui est médecin rééducateur à Necker. Michel, comment est organisée à Necker, d'ailleurs en interne ou en externe, en lien ville-hôpital, comment elle est organisée cette activité physique adaptée, si l'on peut dire? Il est parti. Il revient. Alors, eh ben, c'est grave. Michel s'est absenté. Alors, Déborah, je crois que vous vouliez justement nous faire partager votre expérience. Michel est là? Oui. Ah ben Allez-y, Déborah. Alors Déborah, activité physique adaptée. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Je ne suis pas sûre que tout le monde connaisse bien. Déjà, le concept d'activité physique adaptée, c'est à destination. Est-ce que vous m'entendez bien? Très bien. D'accord. Donc, déjà, le concept d'activité physique adaptée, c'est simplement de faire de l'activité à tous, quelle que soit sa gêne, quel que soit son handicap. Et l'enseignant en activité physique adaptée, c'est l'enseignant, entre guillemets, de sport, qui va pouvoir mettre en place les adaptations nécessaires quand l'enfant n'est pas dans le système normal. Alors, moi, je parle du respiratoire. C'est une pathologie qui est invisible. Alors, ça va de l'asthmatique ou de l'essoufflé avec les déconditionnements qu'il y a eu pendant les différents confinements. On a vu qu'il y avait des gens qui n'avaient pas du tout de pathologie et qui ne faisaient plus rien. Ça va jusqu'à la greffe de poumon. Donc, l'activité ne va pas être la même en fonction de ce qui se passe pour l'enfant. La première des préconisations, c'est effectivement, alors moi en plus je travaille avec des maladies génétiques donc qui sont détectées depuis la naissance. Dans le cadre de la mucoviscidose, le principe de l'enseignant et son fondamental, c'est pas de dispense et que l'enfant fasse tout comme les autres tant qu'il peut. Et s'il y a besoin d'adaptation, on trouve les adaptations. Mais je pense que le fondamental, c'est d'abord, c'est un enfant. Et ça joue sur l'enfant, mais ça joue surtout sur les familles. Parce qu'effectivement, l'enfant, il ne va faire que ce qu'applique la famille. Si la famille, elle a peur qu'il se blesse, il s'enrhume, dans le cas des pathologies respiratoires, c'est ça, hein, il s'enrhume, il est essoufflé, il ne peut pas faire, c'est la famille qui va être presque, entre guillemets, une gêne à la pratique de l'enfant qui, naturellement, va avoir envie de faire. Donc, la première des choses, c'est pas de dispense, on fait comme tout le monde tant qu'on peut et si besoin, on adapte. Et puis la deuxième information, c'est que l'enseignant en activité physique, il va travailler dans des structures où, alors moi par exemple, je travaille à l'hôpital et mon travail consiste à, quand il y a des hospitalisations longues, à ce qu'il n'y ait pas de fonte musculaire et que ça soit un petit plaisir
parce que bien sûr, il va y avoir la kinésithérapie de rééducation, mais la motivation d'un enfant sur de la kiné tous les jours faite à l'hôpital quand on est en attente de greffe, eh ben, si on peut mettre un peu de joie de vivre avec de l'activité adaptée qui va avoir, ça va être parfois les mêmes mouvements, hein, mais qui va être présenté sous forme d'enseignement et pas sous forme de rééducation. Ça, c'est le deuxième boulot d'un enseignant en APA dans le cadre d'hospitalisation. Le troisième boulot, bah, c'est son cœur de métier, c'est-à-dire s'adapter et trouver comment lever les freins à la pratique. Et en fait, le dernier rôle, et moi je trouve que c'est le plus fondamental, c'est de faire du lien avec le milieu sportif. C'est hyper important que des enfants soient inscrits dans des activités physiques et des clubs extrascolaires. On n'est pas des sédentaires. La première cause nationale, c'est la lutte contre la sédentarité. Et ben, nos enfants, c'est pas avec la demi-heure qui n'est jamais pratiquée en EPS à l'école qu'ils vont bouger suffisamment. Donc, il faut qu'ils soient inscrits dans des clubs. Et si c'est un club normal, tant mieux. S'il y a besoin d'adapter, eh ben, on adapte. Voilà, ça c'était, je pense, le message important et le fondamental du sport et la motivation, que ça soit dans la compétition ou dans le loisir, le mot fondamental, c'est le plaisir. Voilà ce que je voulais dire. Je pense que les autres vont être d'accord. Hein. Oui, comment vous travaillez évidemment, là, vous êtes surtout basé dans le centre Muco, si j'ai bien compris. Hein. Alors, moi, concrètement, je suis attachée à 2 endroits, enfin même à 3, parce que là, je vous parle de Robert Debré, où je travaille le jeudi dans le centre de la mucoviscidose et des respiratoires, mais sur Necker, je suis attachée à toutes les pathologies respiratoires et à l'espace transition. Donc, dans le domaine de la respiration, ben, c'est aussi bien la mucoviscidose que les enfants hospitalisés, que les explorations fonctionnelles respiratoires. Donc là, c'est des gens que je vois en consultation au cours d'une consultation classique ou que je fais venir en externe. Et puis après, je vois toutes les autres pathologies concernées par Necker, puisqu'on propose à la suite, qui est l'espace transition de l'hôpital Necker, une activité sport pour redonner confiance ou pour faire du lien avec des enfants qui auraient arrêté une pratique et qui voudraient s'y remettre en toute confiance. Et vous avez une fiche, parce que vous ne pouvez pas connaître toutes les pathologies, évidemment. Alors, vous interagissez avec les médecins, j'imagine, directement? Alors, dans le respiratoire, je maîtrise. Et puis après, pour l'espace de la transition, c'est le seul moment où l'espace transition demande un certificat médical. C'est-à-dire que moi, je n'agis pas sans prescription médicale. Quand je reçois un greffé qui a été greffé du cœur, qui n'est pas du tout ma spécialité, à 1 mois de la greffe, et qu'on me dit « il peut tout faire », non, il ne peut pas tout à fait tout faire. Quand je reçois un enfant qui a été opéré de la colonne vertébrale ou qui a des troubles de l'attention, ou j'ai besoin d'un minimum d'informations, donc il y a une liaison qui est faite de la prescription, hein, on parle de sport sur ordonnance. Bah, dans le cadre de la suite, c'est tout à fait ça, c'est du sport sur ordonnance avec des contre-indications. Je ne sais pas, moi, il n'a pas le droit de boire de l'eau du robinet. Dans le cadre de la drépanocytose, je vous donne un exemple, l'enfant fait du ouais, voilà. Non, oui, je reprends. Le micro s'est désactivé. Donc, dans le cadre, par exemple, de la drépanocytose, on sait qu'il faut boire énormément et on sait qu'ils n'ont pas le droit au courant d'air. Donc, un exemple, un enfant qui vient avec la drépanocytose, qui vient faire une séance à la suite d'activité, il ne repart pas sans s'être changé de t-shirt et qu'on ait épongé toute la transpiration. Voilà, ce sont des adaptations qu'il y a à faire et qu'on va apprendre au fur et à mesure des pratiques. Et le but, c'est de s'adapter. C'est notre cœur de métier. Vous parlez de la suite. Oui, vous intervenez dans le cadre de l'activité physique de ces jeunes ados, on va dire. Comment vous faites pour les motiver et les aider à se dépasser on sait bien que c'est un âge déjà de base où c'est pas simple. Alors, moi, ma technique, c'est de leur prouver qu'ils sont capables. Ouais. Et en fait, un enfant, il ne fait pas de sport parce qu'il a des gènes. Si on enlève les gènes, il va pratiquer sans même s'en rendre compte.
Alors, je vous donne un exemple classique dans le respiratoire. Je suis essoufflé, j'ai mal aux jambes. Ben, si on répond en leur prouvant qu'ils sont capables de faire sans être essoufflés, sans avoir mal aux jambes, eh ben, en éducation thérapeutique, pour le pourquoi du comment ils vont avoir mal aux jambes, eh ben, ils vont faire 20-25 minutes, ils s'en sont même pas rendus compte. Et quand on leur demande, ça fait combien de temps que c'est sur le trampoline ou sur le vélo ou sur le tapis roulant? Oh, ça fait au moins 2 minutes, là, je suis fatigué. Ben, ils regardent le chronomètre et ça en fait 20. Donc, c'est le plaisir et le plaisir. Et puis après, je ne vais pas monopoliser la parole, mais moi, j'ai un deuxième fondamental. Alors, excusez-moi pour les diététiciens qui écoutent. Moi, j'appelle ça la mayonnaise du sport. Alors, la mayonnaise, on est 50 sur le… On est 50. Les ingrédients de la mayonnaise, alors, je ne suis pas diète, hein, c'est un œuf, de la moutarde, du sel et de l'huile. Et ben, on peut mettre ces ingrédients devant chacun d'entre nous. On aura tous une mayonnaise différente. Et ben, trouver sa mayonnaise personnelle avec son plaisir, l'activité, le bon prof, l'environnement qui va avec. C'est sûr que si vous avez une maman avec 10 enfants et que l'enfant numéro 3, il demande à faire équitation et que l'autre, il demande à faire du ski, ça ne va pas marcher. Donc, il va falloir trouver sa mayonnaise personnelle et tant qu'on n'a pas trouvé, ben, on fait des essais, des erreurs. Par contre, au niveau des enfants, il y a quelque chose que j'impose, c'est qu'on peut essayer tout ce qu'on veut, mais une fois qu'on s'est engagé dans un club de sport, on finit l'année. Parce que les parents, ils ont payé. Voilà. Merci Déborah. Vous nous avez transmis en tout cas votre passion. Madame Ménard, votre association Premier de Cordée, elle intervient très régulièrement à l'hôpital Necker pour proposer des initiations au sport à nos patients. Merci encore. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus justement sur toutes ces actions? Peut-être vous travaillez avec Déborah. Comment Oui, ça bonjour se à passe? tous. Bonjour. Oui, alors je vais vous expliquer un petit peu tout simplement. Donc, Premier de Cordée, l'association existe depuis 99 maintenant. Et depuis sa création, elle développe un programme qui s'appelle Sport à l'hôpital, donc auprès des enfants et des adolescents hospitalisés, mais aussi un peu plus largement auprès des enfants en situation de handicap, voilà, dans d'autres programmes qu'on a à l'association. Et en fait, on fonctionne avec le mouvement sportif, donc les éducateurs des comités, des ligues, des fédérations. Voilà, je sais que par exemple, la fédération de tennis est présente là aujourd'hui à cette table ronde, on fonctionne avec eux. Et on va donc dans les hôpitaux avec les éducateurs sportifs. On sollicite aussi des bénévoles de notre association pour venir aider. Et on met en place, on dépose le matériel sportif également pour pouvoir pratiquer. Donc on fait ces initiations sportives régulièrement. Donc en général, on fait 1 à 2 fois par mois avec tous les hôpitaux partenaires. Donc actuellement, en France, on est partenaire avec une 40aine d'établissements hospitaliers. Donc moi, je m'occupe spécifiquement de la région Île-de-France. Donc on a 18 hôpitaux partenaires, dont Necker. Et voilà, le but, une fois par mois, proposer une initiation sportive. On essaye de changer de sport, de faire découvrir plein de disciplines différentes aux enfants. Et voilà, comme l'a très bien dit Déborah, s'adapter à tous. Ce sont des initiations qui sont collectives. Alors du coup, les enfants, voilà, de tout service sont invités à venir, voilà, à descendre. Donc ici, à Necker, on fonctionne avec l'espace plein ciel. Et donc, comme l'initiation qui va avoir lieu cet après-midi, donc on fait à l'auditorium. Et voilà, on découvre une pratique, on s'amuse. Ça permet aux enfants d'être aussi en contact avec d'autres personnes. Déborah parlait aussi des relations avec le monde sportif. Donc nous, c'est aussi tout l'intérêt. Voilà, on fait venir des clubs, des comités. C'est aussi ce lien qui nous paraît important, pouvoir proposer aussi aux enfants de discuter et d'échanger sur la possibilité de pratiquer par la suite voilà, dans un club, par exemple. Donc voilà, il y a plein d'initiations, plein de sports et le but, c'est de pouvoir vraiment proposer un moment où les jeunes pensent à autre chose et se sentent capables de faire du sport comme tout le monde. Parce que voilà, c'est souvent ce qu'on observe, hein. Il y a beaucoup d'enfants qui se mettent des fois en retrait des séances et nous disent: «Ah non, je suis en fauteuil» ou «Je suis perfusé, je ne suis pas capable de faire du sport». Donc on leur montre, si, tout simplement, il suffit de modifier un peu le matériel, de modifier l'espace, mais ils sont tout à fait capables de faire du sport comme tout le monde. J'ai une petite question à vous poser. Est-ce que Première Cordée, vous avez bien précisé que c'était Paris-Île-de-France, pour toutes nos familles qui n'habitent pas dans cette région-là, quel est l'équivalent en fait en région?
Alors du coup, en région, on se développe maintenant depuis quelques temps. En fait, on est plusieurs coordinateurs, donc dans l'équipe Premier de Cordée et aujourd'hui, on a touché d'autres établissements en France. On a, dans la région, sud, dans la région nord, il y a plusieurs villes, bon, je pourrais pas toutes vous les citer parce qu'aujourd'hui, il commence à y en avoir, mais ça peut être à Bordeaux, à Rouen, à Lyon, à Marseille, voilà, on a plein de villes, plein d'établissements partenaires où on intervient également et notre but, voilà, c'est aussi de toujours, pouvoir proposer, du sport, voilà, à de plus en plus d'endroits possibles donc ça progresse, tranquillement. Il y a un site sur lequel les familles peuvent aller pour se référer, voir dans leur région l'existant. Oui, en fait, bah, sur notre site Premier de Cordée, alors nous, on affiche les partenaires, les clubs et les comités, qui sont partenaires avec nous et après nous, nos interventions sont directement à l'hôpital donc voilà, normalement, c'est noté également les établissements, où l'on intervient donc oui, tout est noté sur notre site. Très bien. Merci beaucoup. Bravo hein, pour cette initiative primordiale, à mon avis. Docteur Mathieu Pellan, est-ce que vous êtes... Alors, oui, je l'excuse, désolée, Mathieu ne sera pas là, il m'a prévenu. Ah, pas de souci, pas de souci. Peut-être Madame Lopez, médecin du comité paralympique. On est extrêmement honorés, comme je l'ai dit tout à l'heure, hein, de vous avoir avec nous. C'est une année emblématique. J'imagine que pour vous, c'est extrêmement dense actuellement. Est-ce que vous pourriez nous en dire plus sur vos missions au sein du comité paralympique et justement, j'imagine que vous côtoyez au quotidien des athlètes en e-sport. Pourriez-vous nous parler justement de tout ce que vous faites, ce que vous allez initier, et puis de cet été qui va être chaud à plusieurs titres? Oui, merci beaucoup pour, cette invitation. Donc moi, je suis médecin du comité paralympique, ça représente 40 de mon temps de travail et à côté de ça, je suis médecin du centre de référence des maladies neuromusculaires à Montpellier, sur le versant pédiatrique. Donc la thématique des maladies rares, me touche, au plus haut point puisque c'est ma pratique clinique essentielle sur les maladies neuromusculaires. J'étais moi-même para-athlète puisque j'ai une agénésie de la jambe, du membre inférieur droit. Donc c'est vrai que le parasport m'a toujours concernée et je suis ravie qu'aujourd'hui, ça fasse partie de beaucoup de présentations médicales dans cette année, paralympique. Au-delà des jeux, ce qui compte, c'est surtout, les traces que ça va laisser sur notre société et sur, les personnes intervenant dans le parcours de vie des personnes en situation de handicap. Donc vis-à-vis du comité paralympique, la première mission, c'est bien sûr d'organiser, pour ma part, les déplacements, des équipes de France paralympiques, donc Jeux paralympiques d'été, d'hiver et les Jeux de la jeunesse. Mais à côté de ça, c'est aussi beaucoup la sensibilisation sur, les aspects médicaux et paramédicaux des parasports, la sensibilisation des différents corps de métier, les outils pour aider les fédérations à développer leurs pratiques, la classification, la lutte contre le dopage, voilà, donc c'est très large. Mais la part de la formation et de la sensibilisation est très importante cette année. Donc les messages clés aujourd'hui, c'est que, les réelles contre-indications médicales à la pratique du parasport, elles sont très peu nombreuses et je pense qu'il faut que tout le monde ait conscience de ça. Quand je parle de parasport, il faut bien comprendre que le parasport, c'est la pratique sportive des personnes en situation de handicap, que ce soit une déficience motrice, intellectuelle ou sensorielle et que ça n'est pas raccordé à une pratique en compétition. Le parasport, c'est vraiment la pratique sportive des personnes en situation de handicap, quel que soit le cadre de pratique. Donc, ça peut être en famille, entre amis, le dimanche faire du tricycle, au lieu de faire du vélo, c'est déjà une pratique parasportive. Et ensuite, cette pratique peut être plus ou moins encadrée. Elle peut être encadrée dans un établissement médico-social, dans le cadre scolaire ou en club. Donc vraiment, le parasport, aujourd'hui, ça peut toucher la plupart de nos patients, atteints de maladies, rares, et les contre-indications sont vraiment peu nombreuses. Donc c'est vraiment le message essentiel à passer. Il faut faire preuve forcément d'adaptation selon les problématiques des patients. Il faut faire preuve de vigilance quand il y a possiblement des fragilités. Donc je pense par exemple aux maladies, aux ostéogénèses imparfaites, aux maladies avec des risques fracturaires importants. On va contre-indiquer les activités à haut risque traumatique,
mais on ne va pas du tout contre-indiquer toutes les activités physiques et certaines sont très bénéfiques sur le plan de la santé, comme les activités physiques en charge. On parle beaucoup de la natation, il n'y a pas que la natation et encore plus pour les patients avec des fragilités osseuses où on encourage la pratique sportive en charge sur les jambes pour densifier les os et contribuer aussi à l'efficacité des traitements par biphosphonate notamment. Donc on va pouvoir conseiller par exemple le paratir sportif, le tir à l'arc, le tennis de table, des activités où il y a peu de risques traumatiques, mais où l'enfant ou l'adulte va pouvoir quand même s'exprimer, s'épanouir et pratiquer une activité. Est-ce que vous avez l'impression qu'il y a des points communs entre tous ces athlètes handicapés, j'ai envie de dire, mais est-ce que dans leur, vous qui les côtoyez dans votre quotidien et vous-même, alors si je comprends bien, il y a des points communs, des choses qui les relient, une façon de voir peut-être le quotidien, de se challenger tous les jours? Je pense que toutes les personnes en situation de handicap qui ont une inclusion dans la société aujourd'hui sont un peu sportives dans l'âme. Parce que déjà, faire face et relever les défis de l'inclusion, c'est déjà un challenge au quotidien pour certains patients atteints de maladies. Et donc, en fait, je pense que ce côté sportif et de challenge, toutes les personnes atteintes de handicap ou de maladies rares l'ont en elles. Et le parasport est là pour finalement être un terrain supplémentaire de cette expression, de ce challenge, mais vraiment dans le côté ludique, dans le côté se challenger soi, être sur un terrain dans lequel on est capable, on est performant, et juste avoir ses propres objectifs, que ça soit en loisir ou en compétition, c'est un challenge voilà, comme un autre, mais je pense que ce côté-là, ils l'ont tous. Et puis sur les para-athlètes plus de haut niveau, cette volonté vraiment de se dire, d'avoir besoin de transmettre et de montrer que leur parcours qui est singulier, finalement, ça peut être le parcours de tous les enfants en situation de handicap qui ont envie de faire que le sport soit un terrain d'expression pour eux et un terrain sur lequel ils se sentent bien. Et quand on a conscience de ce que ça peut apporter dans un parcours de sport, mais surtout dans un parcours de vie, de vivre une pratique parasportive, quel que soit son niveau, on a juste envie que tout le monde puisse en profiter. Est-ce que vous pensez qu'il serait possible avec ces athlètes, des vrais athlètes au niveau olympique, ça veut dire des athlètes de très haut niveau, qui ont eu sûrement un parcours compliqué du fait de leur maladie chronique, qu'il serait possible de revoir avec eux un petit peu justement depuis l'école, depuis même avant l'école et l'école, quelles étaient les difficultés de parcours pour pouvoir accéder au sport, pouvoir vivre leur talent, puisqu'il faut des talents, de manière à ce qu'on revoie après, on met ça à plat et qu'on revoie un petit peu, qu'on analyse mieux pour aller après dans les établissements scolaires, voilà, un petit peu quels sont les leviers pour tenir compte de cette expérience très riche, pas seulement au moment où ils sont arrivés à ce niveau de sport extraordinaire, auquel on est tous extrêmement admiratifs, mais comment on est arrivé jusque-là, parce que même sans arriver jusque-là, arriver à pouvoir aller faire du sport, être reconnu comme dans des personnes pouvant faire du sport, être intégré pour ça, c'est vraiment important. Oui, aujourd'hui, moi qui encadre beaucoup, dans ma pratique clinique qui suit des enfants, j'ai mis en place une hospitalisation de 2 jours sur la thématique de l'orientation au parasport, donc un peu sur le même modèle que ce qui est fait du coup à Necker, mais où je regroupe les patients entre les patients marchants, les non marchants et les patients en fauteuil électrique et on fait des journées, vraiment avec un bilan médical le matin, un bilan de compétences motrices parce que, il y a des contre-indications formelles qui sont très rares et après il y a l'orientation à la pratique. Le premier but, c'est de pas mettre la personne en échec, en difficulté. Une personne qui a une maladie avec des troubles moteurs, mais avec aussi quelques difficultés, des fonctions supérieures, des difficultés dans la double tâche, on va pas l'orienter sur une activité où il y a beaucoup de paramètres à prendre en compte. Il y a vraiment des éléments fins sur l'orientation qui sont importants d'avoir à l'esprit et ensuite, quand on fait la mise en pratique de l'activité, c'est se poser la question des freins à la pratique sur le territoire. Ces freins, aujourd'hui, sont quand même bien identifiés. Le premier frein, c'est l'offre de pratique. C'est de savoir, proche du domicile, qu'est-ce qu'il y a comme offre. Et au-delà de l'offre qui est déjà répertoriée, c'est quelle offre on peut créer. Aujourd'hui, on a beaucoup de clubs qui peuvent devenir para-accueillants, mais qui ne le sont pas encore parce qu'ils n'ont pas eu l'opportunité d'avoir quelqu'un en situation de handicap ou en situation de maladie pour pouvoir impulser cette dynamique. Donc, il ne faut pas se contenter de l'offre qui est déjà existante, mais vraiment pousser les portes et inciter les familles à aller pousser les portes des clubs de proximité.
La deuxième difficulté, c'est de savoir est-ce que l'accompagnement sera suffisant? Est-ce que quand il y a des personnes qui ont besoin d'une tierce personne pour la pratique, est-ce qu'on va trouver cette tierce personne? Je pense aux patients atteints de déficience visuelle ou au lourd handicap. Et ensuite, le dernier frein, c'est éventuellement frein financier quand il y a des aides techniques onéreuses à la pratique. Aujourd'hui, on a des solutions pour tous ces freins, des solutions qui sont plus ou moins difficiles à avoir, mais aujourd'hui, quelqu'un qui veut pratiquer, on arrive globalement à le faire pratiquer. Mais pour ça, il faut d'abord, et le premier, le plus gros frein, c'est de mettre à l'esprit que la personne ait conscience du champ des possibles. Et déjà, dès qu'on parle du parasport et que la personne s'en saisit, on a presque déjà gagné en réalité. Et moi, chez les enfants que je mets à la pratique dès tout petits, on arrive vraiment à se dire que ça va intégrer leur parcours de vie. Et finalement, quand on en discute a posteriori et le sportif déjà affirmé, les difficultés qu'ils avaient il y a 10 ou 15 ans, c'est plus les mêmes aujourd'hui. On arrive vraiment à avoir une offre de pratique qui est quand même plus développée. Mais ça nous tient vraiment à cœur de faire ces efforts sur l'offre de pratique. On a mis en place beaucoup de formations, notamment une formation pour faire, qui s'appelle Club Inclusif, pour former 3000 clubs à devenir para-accueillants et à les sensibiliser sur toute forme de handicap. Voilà. Juste pour rajouter, parce que derrière tous ces enfants, et pas que des enfants bien sûr, hein, il y a aussi des aidants et c'est toutes ces personnes qui vont faire que ça c'est possible en fait. Je crois qu'il faut aussi ne pas oublier de sensibiliser les familles en général et tous ces parents d'enfants qui sont eux aussi des champions, je dois dire, et très impressionnants au quotidien. Avant de passer au docteur Giresse, j'aurais une dernière petite question. Donc, j'imagine que vous allez, pas dire trivialement, sauter sur l'occasion de ces Jeux paralympiques pour encore plus donner de visibilité à toutes ces activités. Est-ce que vous voyez une place, quelle place vous voyez aux associations de patients qui nous écoutent là? Et puis au centre de référence dont vous faites partie, si j'ai bien compris, comment vous voyez nos actions à nous pour mieux vous aider à donner de la visibilité? Alors, il y a des réseaux, est-ce qu'on peut faire plus? Est-ce que vous avez réfléchi à ça? Oui, déjà, on essaie de travailler avec tous les acteurs du parcours de vie de la personne en situation de handicap, comme l'éducation nationale, qui est quand même un acteur majeur aujourd'hui pour ces personnes. Et les centres de référence, c'est vrai qu'on aimerait vraiment que les grandes associations de patients aient vraiment des services dédiés à l'accompagnement à la pratique sportive pour pouvoir répandre le message sur les territoires et sur les centres de référence en région. Donc voilà, on a déjà pu commencer certains travails avec la FM Téléthon notamment, mais c'est des choses qu'il faut arriver à répandre à beaucoup d'associations et d'avoir peut-être un référent parasport sur les cellules en région, ça serait vraiment l'idéal pour pouvoir essayer de répondre aux familles sans solution et pouvoir aussi accompagner les différents intervenants professionnels, paramédicaux, médicaux, mais aussi sur le secteur médico-social, sur la pratique de l'activité, bien sûr. Merci beaucoup. Une question de Merci. Monsieur Dagen. La Fédération Handisport, vous lui demandez de l'aide car elle semble avoir des actions complémentaires aux vôtres. Peut-être Monsieur Dagen, Oui. vous voulez compléter? C'est une question. Je la lis en direct. Ah, Madame Dagen, on ne vous entend pas. Bien, ouais, c'est votre micro, Monsieur Dagen. Non. Alors, sa question concerne la Fédération Handisport. Vous lui demandez de l'aide. Elle semble avoir des actions complémentaires aux vôtres. Oui, tout à fait. Donc, la Fédération Handisport est une des deux fédérations historiques du mouvement paralympique avec la Fédération française Sport Adapté. Donc, c'est une fédération multisport qui gérait avant, qui avait l'exclusivité sur la gestion des pratiques parasportives pour le handicap moteur et sensoriel. Aujourd'hui, beaucoup d'autres fédérations sont impliquées sur cette pratique, mais la Fédération Handisport est une fédération qui est spécifique du mouvement parasportif et qui est importante et qui est représentée bien sûr dans l'instance du CPSF, dans la commission médicale du CPSF et dans le conseil d'administration et avec laquelle on travaille bien sûr de manière rapprochée. Comme toutes les fédérations qui font partie de notre mouvement, mais celle-ci accompagne beaucoup de parasportifs et a aussi des missions de développement, bien évidemment. Merci beaucoup. En tout cas, Merci.
Vous pouvez compter sur le soutien de toutes nos associations, Alliance Maladies Rares et puis bien sûr nos centres de référence nationaux. Docteur Anne Giresse, vous organisez la pratique handisport au sein de la fédération et des clubs de tennis, c'est bien ça? Comment faites-vous la promotion? Racontez-nous un peu. Nous sommes plus sur le tennis santé, là. Enfin, pour ma part, pour les personnes atteintes de pathologie, pour des personnes éloignées de la pratique, je laisserai Anne Baïf parler après du handisport. Nous nous sommes lancés dans l'aventure du tennis santé il y a 10 ans exactement, suite à la sollicitation du Comité national olympique du sport santé, du sport français, pardon. Et nous n'imaginions pas à cette époque tout le potentiel de notre discipline en termes de santé. Et au fur et à mesure où nous avancions dans la construction de notre projet, nous nous sommes aperçus que nous avions énormément d'atouts. Alors, nous savions au départ que nous avions déjà 2 atouts très importants. Le premier, c'est que le tennis est un sport qui est complètement modulable. On peut diminuer la taille du terrain, on peut utiliser des petits filets, utiliser des types de raquettes et de balles différentes, ce qui permet de limiter le déplacement et de ralentir la balle. Donc en fait, c'est une discipline qui s'adapte absolument à tout le monde, quel que soit son état de santé, quelle que soit sa condition physique. Et puis, deuxième atout, le tennis, en plus d'être un sport, c'est un jeu. Et un jeu, lorsque plusieurs personnes interagissent ensemble, eh bien, d'abord, c'est très ludique et ça crée énormément de liens sociaux. Et on voit depuis 10 ans, l'expérience nous montre que les gens y adhèrent sur le long terme. Alors c'est vrai que pour démarrer, c'est un peu compliqué parce que le tennis a une image de sport difficile. Or, quand on le module, ça devient très facile. Et notre objectif, c'est qu'il y ait de la réussite dès la première séance. C'est d'associer réussite, plaisir, lien social. Et d'après des scientifiques, le fait d'interagir entre plusieurs personnes, eh bien, ça a des atouts psychologiques et physiologiques qui sembleraient uniques et qui amplifieraient tous les autres effets de l'exercice. Et puis, pour développer notre projet, nous avons travaillé avec des médecins spécialistes de chacune des pathologies. Et là, on s'est aperçu de tout le potentiel du tennis. Pour la diabétologie, le professeur Larger nous a expliqué qu'on était le sport idéal du fait de la combinaison d'efforts de résistance et d'efforts d'endurance. Pour la maladie de Parkinson, pareil, on semble être le sport idéal d'après les médecins rééducateurs. Pareil pour la maladie d'Alzheimer. Et puis, il y a 2 études qui sont parues, l'une en 2016 et l'autre en 2018. Et la première, qui comparait différentes disciplines sportives, eh bien, affiche classe les sports de raquettes et plus précisément le tennis en numéro 1 en termes de la réduction de la mortalité et notamment de la réduction de la mortalité cardiovasculaire puisque par rapport aux personnes qui ne font pas de sport et qui serait presque de 56%. Et les physiologistes expliquent que c'est le rythme du tennis alternant des rythmes plus ou moins intenses qui contribue à améliorer de façon très significative la qualité des parois artérielles. Et puis la deuxième étude parle en termes d'espérance de vie. Et là, les scientifiques mettent en évidence pour eux le côté ludique et social.
Pour développer cette discipline, je vais peut-être laisser la parole à Anne Baïf pour la suite. Anne Baïf, donc qui est, je sais pas, j'espère ne pas écorcher votre nom, vous êtes responsable santé à la Fédération française de tennis. Je crois que nous avons la chance d'avoir une équipe de France handisport tennis de haut niveau. Racontez-nous quelles sont vos forces, vos valeurs collectives. Alors, micro coupé. Micro, exact, tout à fait. Bonjour à tous. Super. Racontez, vous avez entendu? Oui, merci. Oui, j'ai bien entendu. En tout cas, merci pour l'invitation. C'est sympa. On est heureux d'intervenir sur votre colloque avec le docteur Angir. Je vais prolonger dans la partie en fait du développement de la pratique du tennis santé en fait parce que on a pour déployer donc le tennis santé, on a créé dans chacune des ligues des trinômes de ligues. Donc c'était un médecin, un enseignant et un cadre de développement qui sont donc censés accompagner les clubs dans la mise en place de l'activité et notamment de former des enseignants. Et au niveau de la fédération de tennis, on a vraiment pris le parti de réserver l'activité tennis santé à des enseignants diplômés d'État, donc formés au tennis santé pour la prise en charge de ce public donc spécifique. Actuellement, on a plus de 1100 enseignants formés et on a plus de 500, bientôt 520 clubs labellisés, clubs tennis santé sur tout le territoire. Et pour déployer en fait cette pratique-là, on signe aussi des conventions donc avec des têtes de réseau et on travaille la main dans la main avec nos professeurs aussi experts sur les différentes thématiques qu'on prend en charge. Là, bientôt, on va signer par exemple avec le réseau des kinés du sein. On a signé avec France Alzheimer, c'est des associations de patients. On a pris aussi des contacts avec France Parkinson. On a signé des conventions avec aussi des maisons donc de résidence senior, donc les MARPA. Donc l'idée en fait, c'est de pouvoir donner la possibilité, d'ailleurs aussi avec la Fédération française de cardiologie aussi assez récemment. Et donc c'est la possibilité de donner la possibilité à des personnes qui ont déjà fait de l'activité ou pas d'ailleurs, parce qu'aussi on se rend compte qu'il y a un nouveau public aussi qui n'a pas fait de sport ou jamais fait de sport, ou n'en fait pas ou n'en a jamais fait, et qui sont super contents donc de découvrir cette activité tennis santé qui, comme le disait le docteur Angir, est une activité vraiment adaptée, qui s'adapte à la personne. C'est pas Roland Garros, grand terrain, athlète, balle dure. Non, comme le docteur Angir disait, c'est des petits terrains. On a des raquettes adaptées, on a des balles adaptées. Et surtout, il y a le côté aussi convivial. Et les patients pratiquants sont super heureux. Et à partir du moment où ils ont commencé l'activité, généralement, ils n'arrêtent pas. Ils sont très souvent contents de se retrouver. Donc, c'était ça sur la partie donc, du déploiement du tennis santé. Je crois que j'ai rien oublié. Si tu vois que j'ai oublié quelque chose, tu es complète. Pas de souci. Vous êtes présent aux Jeux Olympiques, aux Paralympiques, pardon, j'imagine. Alors ça c'est une autre partie. Ça c'est la partie donc para-tennis et donc sur le tennis fauteuil. Alors ça c'est pas forcément moi qui gère donc cette partie du tennis fauteuil à la fédération, mais effectivement effectivement on a des athlètes qui seront dans le tableau normalement donc pour les JO. Effectivement, c'est une pratique qu'on met en place. Oui, alors, question très simple, moi. Alors, ouais. J'ai envie de faire du sport, j'ai un handicap. Je vais sur un site internet, je vais regarder dans ma région qu'est-ce qui se fait. Et je me déplace, je téléphone. Très, très pratique, la question. Très pratique. Réponse qui sera aussi pratique. Non, on a, par exemple, pour les clubs labellisés tennis santé, on a mis une cartographie donc, en ligne, donc, qui est sur le site internet de la fédération et qui est mise à jour de manière très régulière parce qu'on augmente le nombre de clubs labellisés de manière assez régulière, peut-être en gros d'une dizaine tous les mois. Et donc, la liste est mise à jour. Il y a la carto, plus aussi une liste en PDF avec les coordonnées
pour quelqu'un qui souhaite plutôt se mettre sur le format papier. Et après, bien entendu, vous pouvez contacter les ligues, les comités et les clubs qui seront de toute façon à votre disposition pour vous accompagner et pour vous orienter pour faire la pratique. Parfait, merci beaucoup. Est-ce que vous voulez rajouter, Madame Docteur Giresse, quelque chose? Je voulais rajouter aussi que nous avons mis en place un passeport tennis santé qui va permettre de faire le lien entre le médecin prescripteur, l'éducateur sportif et le patient. Oui. Et peut-être je voulais vous donner un exemple de mise au sport de patients très fragiles, puisque l'hôpital de Bligny, le service d'hématologie en soins de suite, a intégré le tennis dans son parcours de soins pour des patients ayant subi une greffe de moelle et un long séjour en chambre stérile, et que c'est un enthousiasme au niveau des patients, puisque 98% trouvent ça formidable. Pour certains, c'est ce qui aurait été essentiel dans leur prise en charge et dans le retour à la vie normale. J'ai une question de Monsieur Dagen. Quelle est la différence entre un club santé et un club affilié handisport? J'ai l'impression que l'on divise les énergies, dit-il. Oui. Alors, au niveau du… Ah oui, je vois aussi Docteur Lopez, vous vouliez intervenir aussi. Peut-être juste pour apporter un élément de précision à Monsieur Dagen. En fait, aujourd'hui, il y a plusieurs fédérations qui ont les délégations pour développer leur sport et leur parasport et leur sport santé. Et en fait, la pratique du sport santé se différencie de la pratique parasport dans le sens où le sport santé, ça implique surtout la notion de la maladie chronique, dont le diabète, l'atteinte d'organes, l'avancée en âge, des épisodes de vie desquels on se remet, les sports après grossesse, etc. Alors le parasport concerne vraiment les personnes avec une déficience permanente. Et en fait, les sports aujourd'hui, chaque fédération a sa discipline sportive. Certaines en ont plusieurs, comme la fédération UNSS, comme la fédération handisport, etc. Et ces fédérations ont la possibilité de développer une politique de sport santé, mais du coup, n'est pas obligée d'adhérer à la fédération handisport, qui est maintenant une fédération parmi les autres qui développe des pratiques. La fédération handisport développe plutôt des pratiques parasportives, mais aussi un versant sport santé. Mais les autres fédérations qui ont des sports, des fédérations sport spécifiques peuvent développer la pratique sport santé pour leurs adhérents et leurs clubs, quoi. Voilà, je ne sais pas si c'est clair. Okay. Je ne sais pas si vous m'entendez. OK. Oui, ça y est, monsieur Dagen. On vous a. Très bien, merci. Oui. Alors, j'ai une petite Christine, remarque à faire, question. Le sport, ça commence par le sport à l'école pour nos enfants. Est-ce qu'il y a un lien entre ces fédérations, ces organisations, avec les établissements scolaires, les professeurs de sport dans les établissements scolaires, pour qu'il y ait une espèce de filière, en quelque sorte, de savoir-faire et d'orientation petit à petit vers tel… Parce que là, j'entends parler de sport tout à fait intéressant. Le tennis, c'est formidable. Mais moi, si je parle des patients dont je m'occupe, dans les maladies rares de la peau, avec une peau atteinte de la tête aux pieds, avec parfois le handicap moteur parce qu'il y a un engagement des articulations, ou une peau fragile qui décolle facilement, une peau épaissie comme des écailles de poisson, etc. etc. C'est des sports que mes enfants et mes petits patients et adultes ne pourront pas faire. Par contre, il y a d'autres sports dans l'assouplissement, dans la gymnastique, qu'ils pourraient faire. Et il y a d'autres sports comme la pétanque, par exemple. Je me dis, est-ce que la pétanque reste… Je ne sais plus si c'est une discipline olympique ou pas, très honnêtement. Je ne sais pas. Ouais, il y a des choses comme ça dont on entend moins parler que les sports classiques, tennis, cyclisme, etc. Est-ce que quelque chose est fait? Est-ce que dès l'école, il peut y avoir un lien pour, dans les établissements où il y a des enfants avec handicap, avoir ce lien de continuité, en fait, pour continuer de l'école à une activité sportive orientée? Alors, moi, je peux vous répondre pour l'éducation nationale. Pour l'éducation nationale, selon les villes et selon les instituteurs, parce que ce sont eux qui vont intervenir, il peut y avoir… Alors, moi, je vous donne l'exemple. Alors, je suis dans le 92, donc c'est un département riche et il y a pas mal de fédérations. Régulièrement, le département propose des journées inclusion sport.
Et c'est des choses qui sont super bien organisées parce que c'est un mélange du handicap, c'est-à-dire que non seulement ça permet aux enfants de participer, mais je vous donne un exemple, il y a la Fédération française de basket en fauteuil qui vient faire des animations sur la ville et qui fait tout le tour des écoles, où les écoles viennent dans le gymnase et on propose aux enfants d'essayer les fauteuils roulants. Donc, s'il y a un fauteuil roulant dans la classe, c'est encore mieux, ça permet de faire du lien. Et de plus en plus, il y a d'autres ateliers sur l'inclusion où là, les enfants essayent différents handicaps, c'est-à-dire qu'on va leur mettre un casque pour reproduire la surdité, un fauteuil roulant pour apprendre des lunettes déformées pour le handicap visuel ou des lunettes complètes pour se faire accompagner. Et il y a des initiatives qui sont prises, mais c'est souvent, ça vient des départements, ça peut venir des MDPH qui vont proposer des animations à la ville, ou quand il y a un délégué handicap dans la ville qui va faire du lien entre les éducateurs sportifs qui sont souvent dans les villes riches en charge de l'activité physique des enfants, parce qu'il ne faut pas se leurrer, ce n'est pas les instituts qui font faire le sport à l'école, c'est une réalité, et le mouvement sportif. Donc ça existe, mais ce n'est pas encore assez développé. Moi, j'ai la chance sur Antony que chaque année, toutes les écoles aient un programme au moins de 3 journées. 3 journées parce qu'il y a le basket fauteuil, parce qu'il y a un grand club dans le 92, il y a le multi-handicap pour faire prendre conscience aux enfants normaux, entre guillemets, de l'inclusion. Et il y a une 3e journée sur le sport adapté et le handicap mental, où il y a des liens entre une école avec des sections handicap mental et l'école normale. Mais c'est à l'initiative de l'école, de la mairie, du département. D'accord. Merci, merci Déborah pour ces précisions. Alors, on va peut-être faire intervenir Madame Simoneau, qui a peu de temps à nous accorder. Madame Simoneau, vous êtes rééducatrice kinésithérapeute en charge de patients atteints de mucoviscidose. Et quelle est l'importance de la kiné? Alors, on l'a dit, hein, Déborah nous en a pas mal parlé, mais vous, dans votre pratique quotidienne, alors racontez-nous votre activité, vous, en tant que kinésithérapeute très particulière, puisque vous êtes en charge de patients avec la mucoviscidose, les bienfaits que vous mettez en place à moyen, long terme. Est-ce que vous m'entendez tous? Très bien. Alors, l'activité physique dans la mucoviscidose, c'est une grande part dans notre rééducation. On l'utilise pour plusieurs aspects. Il y a tout d'abord, on va utiliser l'impact de l'activité physique sur la clairance mucociliaire, puisqu'en fait, faire une activité physique plutôt à haute intensité dans un objectif d'essouffler les enfants le plus rapidement possible va permettre de commencer à fluidifier leur mucus, puisqu'on le rappelle, dans la mucoviscidose, ces enfants ont un mucus très épais qui est difficile à drainer. Donc, ça va permettre donc de fluidifier le mucus et ça va permettre aussi d'activer le tapis mucociliaire. Donc, c'est les petits cils qui sont à la surface des bronches et qui permettent de faire remonter le mucus. Et donc, ça va vraiment, en début de séance, nous aider pour ensuite aider ces enfants à se drainer le mieux possible. Donc, souvent, on commence par un temps d'activité physique. C'est aussi un temps qui est assez ludique. Souvent, les enfants apprécient. Comme vous pouvez voir sur la vidéo, on a une salle de sport qui est assez sympa. On a un trampoline, des ballons de clin. On fait aussi également pas mal de travail de mobilité thoracique. Et puis, à plus long terme, on utilise aussi l'activité physique par le biais du renforcement musculaire, qui va être important comme dans toute pathologie chronique, mais particulièrement chez les enfants avec des problèmes respiratoires, puisqu'on sait que, par exemple, le quadriceps, ça va être le muscle qui va fondre en premier chez les patients insuffisants respiratoires. Donc, il y a aussi une grande importance à renforcer les muscles de tous ces enfants. Voilà. On voit sur les images que vous êtes en combinaison, mais en habit, etc. On mesure combien aussi s'occuper de ces enfants-là a des contraintes pour les soignants.
Oui, donc en effet, oui, on met donc une surblouse, on met un masque FFP2, une charlotte et des gants. On le met vraiment donc pour éviter les transmissions croisées entre les patients, puisque moi, dans mon service, on voit que des enfants qui ont la mucoviscidose, et c'est des enfants qui sont très sensibles aux germes et aux bactéries. Et donc, comme on enchaîne les patients pour éviter de transmettre les germes d'un patient à l'autre, on se protège énormément. Ce qui donne ce joli accoutrement. Oui, vous-même, mais je crois aussi que la salle elle-même est dédiée, où il y a des désinfections particulières. Hein. C'est tout un environnement, en fait, qui est adapté. C'est pas seulement le sport en lui-même. Tout à fait. La salle, déjà, donc, elle est dédiée à ses enfants, elle est au niveau du CRCM. Et puis, entre chaque enfant, on désinfecte tout ce qu'ils ont touché, toute la salle de manière générale. Donc, oui, ça demande une grande implication sur l'hygiène. Oui, et une grande disponibilité aussi de votre part, parce que tous ces temps, vous êtes dédié au centre de référence Oui, moi, je travaille à 100%. Ouais. Ah oui. Je ne sais pas s'il y a des questions dans le chat. Alors moi, je travaille, si je puis dire, dans mon centre de référence avec des rééducateurs spécialisés dans le périnée. Mais c'est vrai que c'est des sous-spécialités qui ne sont pas enseignées à l'école, si j'ose dire. Et donc, vous avez fait vous-même des formations spécifiques en plus, j'imagine, de votre cursus habituel. Ça demande quand même beaucoup d'investissement aussi de votre part. Tout à fait. Moi, déjà, quand j'étais encore étudiante, j'avais eu la chance d'avoir un cours dispensé par les anciennes kinés du CRCM. Donc, j'avais quand même déjà eu une approche de ce qu'est la mucoviscidose et de ce qu'est la prise en charge. Mais ça, c'est propre à chaque école et donc tout le monde n'a pas ce cours-là. Et ensuite, quand je suis arrivée au CRCM, j'ai été formée donc, par les anciennes kinés. Et ensuite, j'ai fait une formation spécifique de 9 jours en plus sur vraiment le drainage autogène et la prise en charge de la mucoviscidose. Et en ville, comment se passe ce relais en ville? Parce que ces petits malades, ils sont, heureusement, pas toujours à l'hôpital. Quand ils sortent, vous avez vous-même des correspondants, un réseau de collègues que vous avez formés c'est une grande part de notre activité. On a un grand temps de coordination. En effet, donc on essaye d'être le plus possible en lien avec les kinés de ville, puisque tous les enfants ont des séances de kiné en ville. Alors ça va pour ceux qui vont très bien et qui sont sous modulateur de 1 séance par semaine à d'autres 5 séances par semaine. Donc on est en lien avec les kinés, on les appelle, on essaye d'échanger, de se rencontrer, et on organise aussi tous les ans par le biais d'une association qui s'appelle l'association mucoviscidose et kinésithérapie, des formations pour les kinés, donc 2 jours de formation pour les kinés libéraux ici à Necker. Donc on essaye vraiment de se mettre en lien. C'est vraiment intéressant parce que le plan maladie rare qui est en construction, on l'a dit, va dans ce sens de développer les experts de ville pour avoir bien sûr des relais de l'hôpital et d'essayer même de valoriser l'activité des personnes de ville qui ont fait cet effort quand même. C'est des consultations longues, c'est pour vous en tant que rééducateur kiné des séances d'1 heure, j'imagine. Oui, tout à fait. C'est très chronophage et il faut aussi qu'il y ait cette rentabilité en ville. C'est ça, je pense, c'est vraiment un point important qu'il va falloir discuter dans le plan maladie rare numéro 4. Merci en tout cas, je sais que votre temps est précieux et que vous nous l'avez accordé rapidement entre 2 malades, j'imagine. Oui, c'est ça. Mais voilà, merci d'être intervenu. Merci à vous. Je vais peut-être parler avec Luc Giros. Alors, nous, on connaît bien dans Neurosphinx notre filière qui est dédiée aux troubles sphinctériens d'origine rare. Luc est un explorateur de limites, j'ai envie de dire. Il fait de la voile, il a fait 17 000 km à vélo. Et certains, je sais, l'ont suivi sur YouTube dans ses efforts et dans ses points, ses moments difficiles et ses moments forts. Je suis ravie que vous soyez là. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je sais, Luc, parce que vous êtes très sollicité.
vous devenez très populaire. Est-ce que vous pouvez témoigner et nous raconter justement votre parcours qui est quand même très singulier et exemplaire? Merci, bonjour à tous, merci pour l'invitation déjà. Juste juste une petite parenthèse, il y a des sportifs de haut niveau, des préparateurs, d'athlètes olympiques. Moi, je suis quand même très loin de ça. Je sais que j'en ai parlé avec Véronique justement quand elle m'a proposé d'intervenir. Voilà, c'est une autre forme de sport que je pratique. C'est moi qui me crée mes propres défis. Voilà, mais ça n'empêche que je suis très honoré d'être parmi vous ce matin. Je sais pas Une belle par où. mayonnaise. Oh, voilà, Mayonnaise. une mayonnaise à moi, ouais. Moi, je suis né avec une extrophie vésicale. Donc l'extrophie vésicale, c'est une maladie rare qui touche une personne sur 30 000 et en gros, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je suis né avec, l'appareil génital, l'urètre et la vessie ouvertes sur le ventre et j'ai dû apprendre, du coup à vivre avec et en fait, finalement, en France, c'est assez bien, géré sur la partie technique, sur la reconstruction de l'arbre urinaire et de l'appareil génital. Malgré tout, on a, un aspect psychologique qui est, énorme à gérer. D'une part parce qu'on est continent, tard, voire jamais pour certains patients, ou alors on le devient, mais il faut se sonder. Moi, en l'occurrence, je suis continent depuis l'âge de 16 ans, ça risque d'évoluer, peut-être qu'il va falloir que je me sonde, par la suite. Et donc ça déjà quand on est adolescent, jeune enfant et bah, il faut pouvoir assumer dans une salle de sport, dans des sports collectifs, bah, le fait d'avoir, besoin de se changer, d'avoir des fuites urinaires pendant la pratique du sport. Donc ça n'a pas été facile, pendant mon adolescence et il y a aussi un autre aspect, alors là, c'est pas directement lié au sport, mais moi j'ai un appareil du coup génital reconstruit. Et donc, pour tout ce qui est de la sexualité, ça a été, ça ça demande de prendre confiance en soi et en fait, le sport, est un très bon vecteur pour ça, puisqu'il permet, comme l'a dit d'ailleurs, Oriane, j'ai bien aimé ce qu'elle a dit. Elle dit qu'en fait, les personnes handicapées ou en tout cas nées avec une malformation ou une maladie ou un handicap, ont en eux-mêmes l'esprit d'un sportif, quoi. C'est-à-dire le dépassement de soi, en fait, on n'a pas le choix, on est avec, on n'a pas le choix d'apprendre à vivre avec et voilà donc moi, j'ai mis du temps à assumer cette malformation puisqu'elle touche une partie intime. C'est pas quelque chose dont on parle facilement quand on est adolescent. J'ai pu souffrir quand j'ai pratiqué différents sports, comme n'importe quel ado. J'ai fait du canoë-kayak, par exemple, et une fois, j'ai pris ma douche, dans les douches collectives, et ça tout de suite, les moqueries sont venues immédiatement et j'ai plus jamais voulu, du coup faire de sport collectif, alors que j'en avais envie. Donc jusqu'à mes 30 ans presque, j'ai caché en fait ma malformation, même à mes amis proches, jusqu'à ce que je me lance le défi de faire la mini transat, qui est une course en solitaire, sur un bateau de 6,50 m, qui a lieu tous les 2 ans, qui traverse l'Atlantique, donc qui partait de La Rochelle en Martinique, pardon. Et en fait, ça a permis de réaliser ce projet, ça a permis de prendre confiance en moi et de commencer à parler de mon extrophie vésicale et suite à ça, 2 ans après, j'ai réalisé 16 000 km en vélo et là, pour le coup, j'ai complètement assumé mon extrophie vésicale puisque j'ai pris un peu la flamme du porte-parole de cette malformation en allant à la rencontre des patients qui ont cette pathologie, pendant mon périple, autour de l'Europe et en fait, je me suis rendu compte que grâce au sport, on pouvait libérer la parole sur quelque chose qui pouvait paraître complètement tabou et donner une image positive sur quelque chose que même les gens qui ne sont pas atteints de malformation n'ont pas envie d'entendre parler de ça, en fait. J'ai, l'exemple de ma famille proche ou de mon beau-frère au début quand je l'ai rencontré, il voulait pas du tout entendre parler de ça le mettait mal à l'aise, en fait et quand on en parle comme ça de but en blanc, ça peut effectivement être un peu, troublant pour les personnes qui ne connaissent pas ou qui s'imaginent,
des choses. Et en fait, le fait d'accomplir des projets sportifs, ça permet de redonner une image qu'on n'aurait pas eu autrement, quoi. Voilà. Et aussi, c'est quelque chose qui est très positif pour les familles. Les familles qui accueillent un bébé avec une extrophie vésicale, moi, j'ai envie qu'ils tombent assez rapidement sur des projets comme le mien, pas forcément que le mien d'ailleurs. L'idée, c'est que ça génère d'autres projets, mais qu'en tout cas, on tombe sur des choses positives et qu'on dit, bon, OK, mon enfant est né avec une malformation rare, une extrophie vésicale, ça va être un parcours du combattant, mais malgré tout, on peut traverser l'Atlantique en solitaire avec cette malformation. On peut faire un tour d'Europe à vélo pendant 4 mois. On peut, comme on est en train de préparer un voyage en famille à la voile, encore une fois pour parler des maladies rares et des malformations rares et invisibles, en famille. Voilà, on peut faire plein de choses à partir du moment où on prend confiance en soi, et le sport est un très bon vecteur pour ça. Voilà. Merci. On est tous, ici, hein, tout d'un coup, le silence s'installe quand on vous écoute. Merci encore. Je suis frappée toujours, Luc, de effectivement l'absence de tabou, sans exhiber, et votre façon extrêmement délicate d'en parler. Et finalement, oui, je suis d'accord avec vous. Je crois que le sport, c'est une façon d'en parler positivement. C'est ça aussi, le dépassement de soi. Hier, j'étais à une soirée avec la Fondation Groupama pour les maladies rares, et je l'en parle parce qu'on a visualisé un documentaire sur la maladie de Huntington, et l'association Ça détonne pour Huntington, et ils sont allés au sommet de Kilimandjaro avec leur papa qui a une maladie de Huntington. Et ce documentaire sera disponible, je crois, rapidement, visible. C'était extrêmement poignant parce qu'on voyait à quel point ça avait donné une tonalité nouvelle de la façon dont on parlait de la maladie dans la famille. Parce que toute la famille est montée en haut du Kilimandjaro. Et eux-mêmes se sont révélés dans leur interaction familiale à travers cet exploit. Et je trouve je pense en tout cas que ça effectivement donne une nouvelle tonalité à la façon dont on parle de la maladie. Parce que finalement, comme vous le dites, c'est une maladie, en tout cas vous, très intime. Je n'ose pas dire honteuse, mais moi qui m'occupe d'enfants toute la journée qui ont ça, on a l'impression qu'ils ont honte. Et je trouve qu'avoir honte d'être malade, c'est quand même le comble du terrible. Alors que personne, comme vous l'avez dit, ne l'a choisi. Même les parents, évidemment, et encore moins l'enfant. Et je ne sais pas s'il y a des questions, des remarques, mais vous en parlez merveilleusement. Et je suis sûre que tous les parents qui vous écoutent ont une bouffée d'espoir en vous écoutant. Parce que c'est ça aussi qu'ils veulent, c'est voir. Moi, on consulte, nous, c'est de la pédiatrie, je regarde Christine, mais à chaque fois, c'est comment c'est quand on est grand. Comment ça va être quand on est grand. Alors nous, on n'est pas magiciens, évidemment, on construit comme on peut. Comme vous dites, il y a des séquelles, il y a des signes qui persistent, mais c'est tellement incroyable de voir comment c'est quand on est grand, quand on vous voit, quoi. Et ça, c'est aussi grâce à toutes les actions que vous pouvez mener, je dis vous au sens large, dans le cadre du sport. J'ai une petite question à vous poser, Luc, si je peux me permettre. Vous avez parlé de votre beau-frère et de cette difficulté relationnelle du entre guillemets bien portant, qui ne sait pas comment aborder le problème de l'autre, qui lui-même est gêné par son problème tant qu'il n'a pas trouvé un épanouissement plus grand, comme vous avez réussi à le faire petit à petit. Est-ce que d'avoir pu faire atteindre ce niveau de sport qui vous a épanoui visiblement et redonner possession de vous-même, c'est-à-dire que vous ne subissez plus votre corps, c'est votre corps qui vous obéit pour le sport que vous voulez faire, ce qui est énorme, Vous prenez possession de ce que vous êtes dans votre différence en l'utilisant pour quelque chose qui vous fait plaisir, et ça c'est énorme. Mais est-ce que ça a changé votre relation à vous-même sûrement, mais de votre beau-frère vis-à-vis de vous? Est-ce que le regard des autres, de votre entourage, qui était peut-être un peu gêné, un petit peu sachant pas aborder, a changé aussi parce qu'il a vu ce que vous pouvez faire, mais parce que vous-même aussi, vous n'avez plus transmis dans cet échange de l'un à l'autre cette anxiété d'être découvert ou en tous les cas, cette difficulté à assumer cette différence? Est-ce que le regard des très proches s'est modifié et ça vous a permis aussi de vous construire dans votre vie personnelle et privée d'une manière totalement naturelle et épanouie? Oui, je pense que quand on cache quelque chose, c'est pire que tout parce qu'en fait, les gens s'imaginent
enfin, quand je vous dis que j'ai un appareil génital reconstruit, dans la tête des gens, ils disent: «Waouh, qu'est-ce que ça va être, quoi?» C'est bête, mais quelle forme ça a? Enfin, vous voyez, en fait, le pire, c'est de cacher les choses et le problème, c'est que si on dit ça de but en blanc, bah, pour le coup, ça peut être heurtant et effectivement mettre mal à l'aise tout le monde. Le fait de en fait, le sport capte l'attention, ce qui permet derrière ensuite de transmettre un message et c'est en fait, c'est un outil pour moi le sport, quoi. En plus, je fais ce que j'aime parce que j'aime la mer, j'aime être sur l'eau, j'aime faire du vélo, mais c'est surtout voilà, je capte l'attention, je dis: «Waouh, il a traversé l'Atlantique en solitaire, OK» et derrière, j'en profite, j'utilise cette petite, fenêtre de visibilité pour, bah, voilà, pour faire passer un message et effectivement, ça attire un petit peu de respect et si en plus on explique les choses de manière un peu pédagogue, effectivement notre entourage et même plus large, heu, bah, comprennent mieux et moi, effectivement, ça me permet de m'assumer et de pleinement ce que j'aurais pas fait il y a en 2015 quoi, donc il y a pas si longtemps, quoi. Très bien. Bravo. Merci Une infiniment. question. Merci beaucoup. Oui, on va passer à notre dernier invité. Merci encore, Luc, hein, d'avoir Plaisir. partagé ce moment. Je Et sais que juste, vous êtes excusez-moi, sur très les- rapidement, je voulais juste mettre une petite parenthèse quand même. Moi, j'ai la chance dans dans ma malchance, si on peut dire, d'avoir, une pathologie qui n'a pas de, à part des fuites potentielles urinaires pendant les exercices un peu physiques, j'ai mes 2 bras, mes 2 jambes, quand on me voit, ça ne se voit pas. Donc après, ça a pondéré aussi avec, les différentes maladies rares et malformations. Voilà, chacun ne peut pas enfin, je dis pas que ce que j'ai fait, toute personne atteinte d'une malformation ou d'une maladie peut le faire, quoi. Voilà, enfin, faut et pour ça, il y a des professionnels, qui sont là pour les accompagner, mais je veux dire, voilà, faut Bien sûr, mais par contre, l'épanouissement de soi-même, en dehors même de la relation aux autres, grâce à une activité sportive, permet peut-être aussi aux patients avec handicap, qu'ils soient visibles ou non visibles, et le non visible est parfois encore plus lourd à assumer de peur d'être découvert, mais le visible n'est pas toujours simple non plus, croyez-le bien pour les maladies dermatologiques. Donc, permet déjà de se réapproprier son corps et donc d'avoir soi-même une relation aux autres plus simple. Parce que parfois on dit la société nous isole, mais nous-mêmes patients, ou le patient s'isole des autres parce qu'il faut qu'il reprenne possession de son corps. Donc c'est compliqué. Donc rien que cette démarche-là, quelles que soient les difficultés, je pense que par le sport, on peut y arriver, ou par une activité culturelle, intellectuelle, il y a le sport, mais aussi beaucoup d'autres choses. Et donc, c'est un langage vis-à-vis des autres qu'on s'approprie, son propre langage qui peut être entendu. Donc, c'est super. Merci, merci infiniment. merci beaucoup. beaucoup, Luc. Monsieur Dajan, donc vous êtes athlète de haut niveau. Alors retraité, mais est-ce qu'on n'est jamais retraité quand on a fait du sport, hein? Fondateur de Bonjour. France Nanosport, association des personnes de petite taille à PPT. Racontez-nous votre expérience et parlez-nous de ce que vos exploits aussi. Voilà. Vous m'entendez déjà? Ah bien, bien. Ok. Bah, écoutez, déjà, je vous remercie à tous de m'avoir invité à ce webinaire. Je partage toutes les informations qui ont été données. Cependant, moi, je suis un peu plus passionné et j'ai quelquefois des paroles un peu plus, comment dire, un peu moins nuancées et je suis plus fonceur et voilà. La dernière intervention de Luc est super, voilà, tout simplement. Mais voilà. Donc, je suis fondateur de l'Association nationale des sportifs de petite taille. Je suis sportif depuis toujours. Je suis d'une famille de 10 enfants. On est 10 frères et sœurs et je suis atteint de nanisme, achondroplasie, le nanisme le plus courant, géré entre guillemets par les équipes de Necker et de l'équipe du professeur Munich. Voilà. Et donc, je vivais bien complètement ma différence et celle-ci est visible, contrairement à des handicaps qu'il faut souligner qui sont des fois invisibles et qui sont en termes de traumatisme de vie, plus ou moins, nous ne sommes pas sur la même échelle.
de vie et de visualisation dans la société et donc du coup d'intégration. Et c'est à modérer par rapport aussi à la façon d'anticiper et de venir et d'accepter de rejoindre des groupes ou des activités, de rejoindre des groupes sportifs. Parce que quelquefois, l'aspect visuel de notre différence est bloquante et où on en est un peu, c'est pesant dès lors qu'on est différent physiquement et qu'on ne peut pas l'éviter et que l'on est regardé sans arrêt. On n'a pas envie de se remettre dans un groupe où le regard sera encore pesant et il va falloir l'assumer. Donc, ce n'est pas évident. Mais moi, je suis passé au-delà de tout cela. Et écoutez, j'ai essayé de démocratiser ma différence en faisant l'association et au travers du sport, en faisant prendre conscience à chacun qu'il était possible de vivre et de bien vivre et d'encore mieux vivre en étant en forme physiquement. Et avoir la forme, c'est pratiquer, quoi. Donc, j'ai organisé dans plus de 80 villes de France des week-ends sportifs pendant 10 ans. Donc, le nanisme a été vu par plus de 80 communes françaises où les professionnels techniques, les professionnels, les élus locaux, maires, premier adjoint sport, directeur des services techniques, étaient invités à organiser avec l'association ce week-end. Et ensuite, on a fait près de 80 activités à 100 activités sportives pratiquées en découverte ou en initiation, en découverte ou en confirmation pour ceux qui voulaient aller encore plus loin. Si vous voulez, on a démontré au système, à ceux qui nous ont croisés, qu'il était possible, en étant de petite taille, que l'on soit des gens débutants ou qui souhaitent être plus confirmés, que c'était possible. Chacun avec un enthousiasme ou une envie de faire et avec une implication bien sûr différente. Voilà ce que j'ai fait. J'ai ensuite organisé des expéditions, entre guillemets, un peu plus toniques, Mont Blanc. J'ai organisé pour des personnes de petite taille où j'ai fait, si vous voulez, au-delà des activités, comme on le dit tous, c'est faire rejoindre et jointer des gens qui n'auraient jamais obligatoirement le chose de se retrouver, quoi. Voilà. Donc, j'étais avec des chercheurs médicaux, puisque j'ai échangé à plusieurs reprises dans des facultés, notamment de sport de Montpellier, de Bourges, sur l'activité physique et sportive au sein du nanisme. J'étais aussi invité quelquefois avec Handisport à partager des moments d'expérience. Et puis, enfin, voilà. Donc aujourd'hui, si vous voulez, cette intervention, elle est magnifique. Je vous en remercie. Il faut les maintenir. Mais ce que je regrette, c'est qu'il y a énormément d'énergie sur notre territoire national qui est divisé. Vous êtes les chercheurs d'un côté, c'est formidable. Mais nous, au niveau, là, je parle tout à l'heure, la dame qui est intervenue de la Fédé, quand j'ai intervenu sur les liens que je pouvais donner sur la Fédé Handisport, pour moi, il y a beaucoup d'énergie de diviser et c'est bien dommage. Je suis actuellement investi dans l'association APF. Chez APF, où on trouve encore plus de handicaps diversifiés, c'est le même problème. Nous avons des entités qui sont sportives, ou des entités d'abord sociales et ensuite des antennes sportives par département, et qui ont elles-mêmes leurs propres liens. Et chacun essaye d'avoir son petit monde. Et c'est bien dommage parce que je pense que les échanges entre tous feraient la richesse encore plus grande de notre système. Aujourd'hui aussi, je regrette simplement, je regrette qu'une chose, c'est que j'ai vécu le sport depuis, moi j'ai 50 et quelques années, et je vois que nous avons quasiment en termes d'activité et d'intégration des sportifs, plus d'une à deux générations de retard par rapport aux pays anglo-saxons. Je vous explique par rapport au nanisme, la pathologie. J'ai lancé le mouvement en 97. En 97, les Allemands, Anglais, Américains avaient leur association depuis 20 ans. Nous avons plus de 20 ans de retard. Nous avons en France actuellement, je vous parle de ce que je sais, puisque voilà, c'est mon domaine. Nous avons sur le nanisme, qui est quand même un nanisme que vous connaissez tous avec Mimimati, Passepartout, qui n'ont pas les images qu'il faudrait qu'ils aient, un peu plus, entre guillemets, politiques et inclusives que celles qu'ils ont. Donc vous connaissez. Mais cependant, quand on voit l'intégration aux Jeux olympiques et paralympiques, aux Jeux paralympiques, pardon, des personnes de petite taille anglo-saxonnes,
Nous sommes, nous Français, à ces prochaines Olympiades sur Paris, il va y avoir maximum 10 athlètes de petite taille français représentés. Quand vous allez les Anglais, les Américains, enfin, bref, tous ces pays-là, les Indiens et les Chinois aussi sont présents. Nous avons plus de 50 athlètes qui vont apparaître dans les autres pays. L'association a participé à 4 ou 5 championnats du monde internanisme. La France n'a pu mener au maximum que 20 à 30 athlètes maximum. Vous rapportez cela à l'Allemagne, qui ont grosso modo les mêmes moyens et les mêmes quantités, enfin les mêmes populations, vous êtes à 50-60. Allemagne, Angleterre, les pays de l'Est encore s'y mettent vraiment énormément. Et c'est ce que je regrette, qu'il y ait beaucoup de choses qui soient un peu... On perd de l'énergie, quoi, en clair. Pour moi, je bagarre aujourd'hui depuis très très longtemps. Alain. Oui. Petite question, Alain. Est-ce qu'il y a les sportifs qui pourraient aller au niveau du nanisme, ou est-ce que les gens n'ont pas envie d'aller au haut niveau et pratiquent quand même? Non, je pense que c'est simplement un culturel. Moi, je vous prends l'exemple de la culture vers le haut niveau, certes, mais déjà au démarrage, quand j'ai expliqué que la petite taille pouvait faire du sport, tant le système éducatif que le système un peu médical, où on était très précautionneux. Surtout, attention, hein, attention. Nous avons des parents qui viennent nous voir pour être rassurés par rapport à ce que le système dans lequel ils vivent leur a dit. Quand je suis passé, quand j'ai ouvert le mouvement du sport de petite taille en France, j'ai été un peu tiré à boulet rouge parce qu'on m'appelait marche ou crève. Mais au bout d'un moment, si vous voulez, il y a des barrières à passer, il y a des marches à franchir. Et si vous voulez, ce n'est pas... Enfin, moi, j'ai subi pas mal d'interventions et d'autres soucis, mais je veux dire, il ne faut... Quelque part, on est, à mes yeux, un peu trop en réticence et en division sur les projets. Les associations de 1901 sont formidables sur notre territoire. Vraiment, c'est formidable. Mais on est tous en train de mettre des petits pansements sur des petits projets et des petits volumes de choses qui sont vraiment partagés par énormément de gens. Tout à l'heure, nous avons parlé, parce que j'interviens dans pas mal de choses, nous avons parlé tout à l'heure de mucoviscidose. D'accord ? Il y a une intervention d'association à la mucoviscidose. Il y avait un groupement d'associations. Il y avait plus de 20 associations au parc de Saint-Cloud autour de la mucoviscidose. Les 20 associations, vous savez tous qu'on fonctionne sur les subventions et les aides tant des sociétés privées que de l'État. Les 20 associations ne se connaissaient même pas. Et l'objet de l'association, de chacune de ces 20 associations, était la mucoviscidose pour Monsieur X, la mucoviscidose pour Monsieur Y. Et chacune... on ne vous entend plus, Monsieur Dajan. Mince. C'est figé de manière générale. J'ai été coupé. Oui, c'est bon, là, on vous entend à nouveau. Voilà. Non, mais c'est simplement que cette division des énergies, moi, ça me fait un peu mal au cœur. Mais voilà, j'y crois. Je crois que nous sommes dans un formidable et grand pays. Mais quelque part aussi, le système dans lequel nous sommes, moi, nous épuise un peu. Voilà. Mais donc, si on fait une petite synthèse de ce que vous venez de dire, qui est très riche, il y a le besoin de vous regrouper dans les associations, dans toutes les démarches avec les fédérations sportives, etc., puisqu'on parle de ça aujourd'hui, mais de vous regrouper. Là, il y a un message qui a été un petit peu lancé à tout le monde. Et puis, il y a de notre côté, à nous, soignants, chercheurs, peut-être d'être moins timorés très tôt sur l'activité possible du sport chez nos patients, des choses qui ont évolué. Puisque vous avez dit très justement, là aussi, il y a des parents qui ont besoin d'être rassurés, ils sont précautionneux. Et donc, si le système de soignants ne leur dit pas, si, il y a du possible, et donc c'est toute une éducation qu'on doit se faire nous-mêmes également, hein, dans cette culture qui n'a peut-être pas été toujours la nôtre sur des générations, pour pouvoir progresser tous ensemble. Exactement. Vous voyez sur l'APF, là, clairement, j'ai intervenu par rapport à ma patho et à ce que je connais de moi-même, puis j'ai été opéré à cœur ouvert, et bref. Et l'APF, c'est pareil. Ils en viennent à discuter, mais ça arrive en fin de discussion à chaque fois. Il faut faire de la pratique sportive. J'étais l'autre jour sur la sclérose en plaques, c'est pareil.
j'avais une intervention webinaire sur la sclérose en plaques où on expliquait que il est toujours mieux de faire une pratique sportive, même modérée, mais il faut y aller, quoi. Voilà. Mais alors, on peut peut-être commencer, nous, dans notre parcours de Ah soins oui, oui. qui s'affiche dans le cadre de PNDS, des protocoles nationaux de recommandation de soins, etc., intégrer l'activité sportive, non pas dans une phrase intégrée à droite ou à gauche avec la rééducation, mais comme un chapitre bien individualisé en l'adaptant à la maladie, puisqu'il y a des impossibilités pour certaines maladies de certaines choses et beaucoup de possibles pour d'autres, quoi. Donc, c'est une leçon que je retiens en tant que soignante qui me semble d'intérêt. Oui. Ben, moi, je ne suis pas donneur de leçons, madame, mais c'est simplement que je me vois en tant que… Nous, on est très avides de tout ce qui nous, voilà. de tout ce qui nous fait progresser aussi par l'expérience sur le terrain. Et il n'y a pas de meilleure expérience que celle des patients qui vivent avec ce qu'on essaie de soigner, mais tant qu'on ne l'a pas guéri, ils vivent avec. Donc, si je me vois en tant qu'homme de terrain et de ce que j'ai pu créer et que ce que j'ai initié, mais aussi là, tout à l'heure, Luc parlait de la nullité de l'handicap. Alors moi, je vous invite simplement, si vous voulez, à participer ou à aller voir une compétition de natation handisport. Ou donc, même moi, en tant que de petite taille, quand j'ai participé, parce que j'étais athlète de haut niveau en attrait, et puis après j'ai fait de la natation, où on voit chacun de nos handicaps, comment dire, nus. Et là, on prend conscience des cicatrices des uns et des autres, voilà. Et là, je pense que c'est plus riche que tout ça. Alors, à ce propos, il reste encore des places à 15 € pour les Jeux paralympiques de Paris. Et c'est vrai. Et c'est 15 € pour le paralympique. C'est pas 450 €. Donc, allez voir, c'est déjà pas mal. Et il y a plein de places dans plein de disciplines sportives. Ouais. On va en parler au Merci du tuyau, Déborah. Donc, merci Déborah, mais là c'est pareil, excusez-moi, parce que je suis un peu passionné. Je suis inscrit comme volontaire aux Jeux paralympiques et aux Jeux olympiques et paralympiques. J'interviens pendant tout le mois en tant que de volontaire pour guider, assister, bref. Nous avons à l'APF découvert que des gens souffrant d'infirmes moteurs cérébraux sur fauteuil équipé vont être assignés à l'accueil des athlètes. Vous voyez que clairement, au niveau, Madame, tout à l'heure vous avez intervenu, Madame Oriane, vous avez intervenu. Vous voyez clairement que là, il y a un souci de connaissance et de mal-connaissance des handicaps de la part des institutions organisatrices d'événements sur notre territoire. La personne qui est avec moi, les deux personnes qui étaient avec moi à l'APF m'ont dit, mais Alain, enfin, avec leurs difficultés, parce qu'il y en a une qui a une assistante de traduction. Comment on m'a mis, moi j'ai envie de participer au jeu, mais comment on m'a mis à l'accueil des athlètes, on dit comment je vais pouvoir m'exprimer et leur dire d'aller se mettre sur le plot numéro 1 quand ils vont aller nager ou sur la ligne 1 quand ils vont aller courir, sachant la vitesse où je vais m'exprimer va être difficile, sachant qu'il va y avoir un timing, je vais avoir une difficulté pour venir sur le site. Vous voyez tout ça, moi je dis qu'on est encore en retard. Ça le traduit clairement. Nous avons mis des volontaires au niveau des Jeux olympiques, au niveau du recrutement sur un site internet. C'est formidable ces Jeux à Paris. Franchement, c'est formidable. Ça va être le bazar, mais c'est formidable. Mais vous vous rendez compte que ces gens-là ont sélectionné nous sommes 45 000 athlètes. Ils sont allés en chercher des gens qui avaient déjà une histoire des Jeux. Mais ils sont allés chercher aussi à l'étranger des gens qui ont postulé et ils avaient le droit. Mais aujourd'hui, connaissons-nous ces propres volontaires qui vont être une force vive et une force, indispensable à la meilleure organisation qui soit de ces Jeux. Et on ne les connaît pas très bien, et notamment ceux qui sont atteints d'un handicap. Voilà. Merci Monsieur Dajan, votre témoignage. Je crois qu'il a été entendu. Je parle fort. Vous m'avez demandé de brancher le micro. Juste, nous, le comité paralympique, juste pour préciser, nous, on n'est pas sur l'organisation des Jeux, mais vraiment que sur le côté équipe de France, comme on le fait quand on va, comme j'étais à Tokyo, à Pékin, sur les autres Jeux précédents. Et on n'a en aucun cas sur l'organisation des Jeux, mais juste sur le versant équipe de France. Donc, tout ce qui est gestion des volontaires et tout ce qui peut se poser sur l'organisation,
Malheureusement ou heureusement, parce que pour mon 40%, ça ferait beaucoup, mais c'est pas du tout moi qui m'en occupe. Mais je vous invite à faire remonter, bien sûr, au comité d'organisation Paris 2024. Bien sûr. Je l'ai fait remonter à plusieurs reprises et je On voit voyais bien bien que je suis pas trop On voit bien timide. là qu'à toutes ces interventions, il faut qu'on rende l'antenne, comme on dit. On voit là qu'à toutes ces interventions, qu'il n'y a que des personnes passionnées. Si vous n'étiez pas tous passionnés, autant croyez-le bien qu'on l'est aussi, on ne serait pas tous là ensemble. Donc il y a des messages qu'il faut maintenant qu'on a entendus, que chacun un petit peu, comme une petite cellule là, dans le grand corps un peu malade, va témoigner en fait de ce qu'on a entendu pour essayer de toucher le plus grand nombre. Donc, merci infiniment tous. Tu veux dire quelque chose, Célia? Non, je voulais dire quand même que tout ce qui ressort, c'est la passion et que je pense que les parents, les aidants ici qui nous ont suivis savent un peu mieux maintenant, j'espère, comment se repérer pour essayer de pousser leurs jeunes et moins jeunes vers des activités sportives à leur mesure. Oui, alors ce webinaire a été filmé, enregistré. Et si vous en êtes d'accord, je pense que peut-être qu'un lien va être envoyé. Voilà, ça sera mis en ligne si vous en êtes d'accord, parce que je pense qu'il y a ceux qui n'ont pas pu assister, bien sûr, parce qu'il y a tellement de choses, mais que réécouter, réentendre. Moi-même, il y a des passages qui m'intéresseront de réécouter sur les possibilités sportives. Et en tant que soignante, j'ai énormément appris de vous. Et je pense qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent être partagées avec un plus grand nombre encore. Donc, merci. Du fond du cœur, merci infiniment d'avoir été là. Merci à tous. Merci à tous. Merci beaucoup. Au revoir. Bonne fin de journée. Au revoir. Merci. Bonne journée.